Vous êtes à la source de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir. Les grandes articulations. À l'hémicycle, séance plénière le ce jeudi, les conseillers nationaux autorisent la ratification de 3 accords de financement, des accords avec le même objectif, rehausser les conditions de vie des populations à la base. Pendant ce temps, décoré, concertation des acteurs des filières, bétail, viande et porcine, des réflexions pour mettre en place des interprofessions et une manière de coordonner leurs activités pour le développement de l'élevage. Dingirai, tournoi doté du chef de l'État, c'est la 4e édition cette année. Les hostilités sont lancées, un rendez-vous footballistique qui regroupe la commune urbaine et les 7 sous-préfectures. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Amélioration des conditions de vie des populations à la base, c'est l'aboutissement de 3 accords de financement. Leur ratification est autorisée par les conseillers nationaux. C'est le résultat de la session du jeudi du Conseil national de la transition. Robert Silitolno, compte rendu. Après l'étape des travaux en commission, c'est au tour de la plénière de prendre le relais. L'autorisation de ratification de 3 accords de financement a retenu l'attention des conseillers nationaux présents. Le premier porte sur l'accord de financement pour la réalisation de la phase 2 du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée, PAAEG, conclu avec l'Association internationale de développement IDA. L'adoption de ces financements devrait permettre de répondre aux besoins en infrastructures énergétiques des zones à faible taux d'accès, d'une part, et d'autre part, de pallier les insuffisances institutionnelles des acteurs du sous-secteur. Les localités concernées par ce projet sont Mamou, Dalaba, Pita et Labi, ainsi que l'ensemble des localités rurales traversées par le couloir de la ligne Mamou-Labi. 26 localités rurales seront dotées de mini-réseaux électriques hybrides dans les sous-préfectures relevant des préfectures de Gawal, Farana, Kankan, Kisidougou, Gekedou, Macenta, Yomou, Lola et Zérekouri. Le deuxième accord concerne la ratification du financement du projet de construction d'une centrale thermique de 40 MW à Kankan. Le premier accord qui concerne la centrale de Kankan de 40 MW et qui permet l'électrification d'une panoplie de localités permettra d'accélérer l'accès à l'électricité dans ces zones. Vous avez aussi le deuxième accord, non des moindres, le PAEC 2, qui permettra aussi d'accélérer l'électrification des régions, en commençant par Kindia, Mamou, Dalaba, Pita. La plénière a aussi permis l'examen et l'adoption des accords relatifs au projet Guinée-Conquis, pêche et aquaculture. Ils sont respectivement conclus entre la République de Guinée, l'Agence de développement AFI, l'Association internationale de développement IDA, ainsi que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD pour un montant total de 128 millions de dollars américains. Conquis Pêche, c'est un projet structurant qui va nous permettre de construire beaucoup d'infrastructures de pêche et toute la chaîne de valeur, d'essayer de doter de chaque région naturelle d'un pôle aquacole qui pourra servir les entrepreneurs locaux et les populations, nos communautés de pêcheurs, afin que même la conservation de l'environnement et la pêche soient conciliées. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, s'est félicité de la mobilisation autour de l'examen et l'adoption de ces différents accords de financement. Il a appelé au suivi et évaluation de ces accords sur le terrain dans l'intérêt supérieur de la nation. Parallèlement à la primature, le chef du gouvernement échange avec ses prédécesseurs, une rencontre devenue tradition. La démarche est placée sous le signe du dialogue, de l'écoute et du partage d'expériences. Objectif, renforcer la cohésion nationale et consolider la gouvernance. Ousmane Bangoura. Au palais de la Colombe, le Premier ministre Amadou Ouriba a réuni autour de lui plusieurs anciens chefs de gouvernement. Une rencontre placée sous le signe du dialogue et de la concertation républicaine, destinée à recueillir leurs expériences et avis sur les grands défis du moment. Dans une ambiance empreinte de respect et de cordialité, les échanges ont porté sur la situation politique, économique et sociale du pays, avec un appel commun à la préservation de la paix et de la cohésion nationale.
Nous avons passé en revue la situation actuelle du pays, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan de la préservation de la paix. Nous nous sommes donné des conseils suffisamment constructifs. Nous avons été heureux que M. le ministre nous ait informé également des phases ultérieures concernant la marche du pays et aussi qu'il ait pris en compte les suggestions que nous lui avons faites de façon à ce que tout se passe de la meilleure façon possible. Nous souhaitons que la Guinée continue cette phase ascensionnelle dans le cadre des élections et que réellement le peuple de Guinée puisse bénéficier de cette dynamique de compréhension que nous vivons actuellement. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui prône le dialogue inclusif et la concertation permanente autour des priorités nationales. Elle traduit la volonté du chef du gouvernement d'impliquer toutes les intelligences du pays dans la recherche de solutions durables pour la stabilité et le développement. Un signal fort d'unité et de responsabilité collective pour une Guinée plus forte, plus solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Qualification du système éducatif. Le projet PREPEF est mis à contribution. Des kits ludiques et matériels sanitaires sont remis au ministre Jean-Paul Sédi. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement, un geste de la Banque mondiale qui va positivement impacter 566 écoles à l'échelle nationale. Abdulaziz Baldé. Investir sur l'avenir des enfants, c'est aussi garantir une éducation durable. Après 4 années d'exercice en Guinée, le projet pour le résultat au préscolaire et à l'enseignement fondamental PREPEF a réalisé plusieurs activités éducatives, parmi lesquelles la construction et l'équipement de plus de 566 classes préscolaires. Aujourd'hui, devant les membres du gouvernement, il clôture ses activités en apothéose avec une remise de documents pédagogiques, des kits ludiques et du matériel sanitaire au ministre des tutelles. Ces gestes, au-delà de sa portée symbolique, visent à renforcer la capacité du système éducatif guinéen et à appuyer la mise en œuvre effective de la politique nationale de l'éducation préscolaire avec l'appui du même projet. Ces matériels permettront aux bénéficiaires de travailler de manière plus autonome, motivante, efficace. Ces différents kits sont destinés à plus de 18 000 enfants de moins de 5 ans. Le programme vise à faire en sorte que toutes les filles et les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance. La classe primaire est un défi nouveau dans le sous-secteur de l'éducation préscolaire qui doit en une année aider à développer chez tous les enfants un profil similaire à celui qui est attendu des enfants des autres dispositifs de l'éducation préscolaire, notamment les écoles maternelles et les centres d'encadrement communautaire. Le gouvernement guinéen accorde une place de choix aux questions de l'éducation préscolaire à travers le programme décennal de l'éducation PRODEG, une initiative soutenue par les partenaires techniques, notamment la Banque mondiale. Nous nourrissons, Monsieur le ministre, l'espoir que ces acquis seront maintenus et consolidés. Et on réaffirme notre engagement à accompagner la Guinée dans son processus de développement du secteur de l'éducation. Dans ce projet, ce sont 566 classes du préscolaire qui sont mises à la disposition avec le matériel pédagogique essentiel. Plus de 1000 animateurs qui ont été formés. Il revient à la communauté, aux éducateurs désormais, de mener à bien de traduire tout cela en actes de formation et d'éducation des plus petits. Le projet PREPEF a aussi permis d'élaborer du curriculum de la classe préprimaire et son guide pédagogique, ainsi que les modules de formation des éducateurs. Au chapitre éducation toujours, ouverture des journées scientifiques de l'Académie des sciences, un événement placé sous l'autorité du chef de l'État. C'est la première édition cette année. L'accent est mis sur la promotion des langues nationales et de la culture guinéenne. Mounir Bari. Organisé par la Direction générale de la recherche scientifique, cet espace d'échange et de co-construction vise à insuffler un nouveau dynamisme à la recherche nationale. L'objectif affiché est clair, vulgariser les travaux scientifiques, favoriser leur exploitation et promouvoir une recherche au service du développement du pays. Un séminaire de renforcement de capacité du personnel administratif, mais ensuite un séminaire aussi qui favorisera la mise en place et l'élaboration des plans stratégiques de développement de ces institutions de recherche scientifique. L'état de la recherche scientifique est un miroir dans lequel se reflètent et se prédit
l'avenir de tout système éducatif. Puissions-nous, à travers nos efforts conjoints, renforcer ces miroirs et bâtir un avenir plus favorable pour la recherche et l'innovation en Guinée. C'est notre espoir. Le conclave de Conakry mobilise tous les responsables et personnels des centres de recherche et de documentation du territoire. Ensemble, ils discutent de voies et moyens pour intégrer la recherche aux priorités nationales et bâtir des programmes adaptés aux réalités économiques, sociales et environnementales. C'est de construire, de co-construire avec nos collègues l'avenir de notre unité. J'entends par unité notre centre de recherche. Comment on fait pour que le CEREMAC existe dans 20 ans, 30 ans en performance, l'IREG et d'autres centres de recherche que je vois ici. C'est ça la co-construction. Parallèlement, le ministre travaille à la relance des écoles doctorales et à la valorisation des résultats de recherche pour une recherche guinéenne plus compétitive, éthique et tournée vers les priorités du développement national. À travers la fondation Dupont Children for Charity, plusieurs enfants défavorisés retrouvent le sourire. C'est le cas de l'orphelinat Hakuna Matata de Dabompa. Il bénéficie d'un important lot de fournitures scolaires. Makemadonzo. C'est un geste de solidarité qui redonne le sourire à de nombreux enfants. La fondation Dupont Children for Charity poursuit son engagement en faveur des plus démunis en apportant un soutien aux orphelinats de la capitale. Cette fois, pour son 3e don, c'est l'orphelinat Hakuna Matata de Dapompa qui a bénéficié d'un important lot de fournitures scolaires. Notre vision s'inscrit effectivement dans cette logique d'accompagner les enfants. Donc c'est notre 3e activité. Nous avons pensé aux enfants, notamment Hakuna Matata, appelée la maison du bonheur. Donc c'est encore une fois, nous nous inscrivons dans cette logique parce que cette dame, elle fait beaucoup pour la jeunesse guinéenne. Un geste qui a profondément touché les pensionnaires de la Maison du Bonheur, reconnaissant de cette aide précieuse. Merci aux donateurs. J'ai aimé le cadeau. Ça va me permettre de bien étudier en classe car j'ai les fournitures que j'avais besoin. Ça nous va droit au cœur parce que nous, on a actuellement plus de 100 enfants ici à l'orphelinat. J'ai 80 enfants qui ont été inscrits à l'école. Donc évidemment, on a besoin de toutes les personnes de bonne volonté. Donc ça va beaucoup nous aider. Depuis sa création il y a juste 1 an, la fondation Dupont Children for Charity place l'éducation au cœur de ses actions. Son objectif est de soutenir l'apprentissage, offrir des opportunités et réduire les inégalités sociales. Comme de Ratoma, dans les établissements scolaires, le civisme et la morale seront renforcés selon les autorités locales. Un guide est disponible, place à la dissémination. Première étape, l'école primaire de Kipé. Ce sont des explications faites aux élèves et encadrants sur l'importance de cette thématique. Moussa Bangoura. Pour la promotion du civisme et de la morale, un guide est expérimenté par la mairie de Ratoma, ici à l'école primaire Kipé 2. L'autorité locale vient expliquer le contenu de ce document éducatif. Un document où plusieurs textes sont détaillés, à savoir le respect des symboles de la République, les droits et devoirs des enseignants, élèves et parents d'élèves, l'hygiène et l'importance de la paix en milieu scolaire. Travaillant sur le comportement de nos enfants, de nos élèves, nous avons pensé qu'il fallait se référer à un document qu'on appelle le guide du civisme et de la morale pour pouvoir aider les encadrants à avoir un outil d'accompagnement des enfants, mais aussi pour que les enfants s'approprient, il fallait un document. Nous avons des élèves maintenant qui apprennent, qui comprennent, en les intimant à suivre ce qu'on appelle civisme moral. Je suis sûr et certain qu'ils vont accepter d'aller avec. À travers cette remise de lot de recueil, les responsables éducatifs annoncent la formation des formateurs au sein des établissements scolaires publics pour une meilleure compréhension de tous. Je vais avoir un œil très particulier sur ce thème qui est d'une importance capitale, le civisme. Nous commençons par 150 enseignants et à l'issue de ça, là, il y a d'autres qui vont suivre la même formation. Lorsque les élèves viennent à l'école, ils viennent pour apprendre la connaissance, mais ils viennent aussi pour être éduqués, pour apprendre le savoir-vivre et le savoir-être. Donc, nous comptons sur eux
pour qu'ils soient des relais dans leur famille. Les jours à venir, d'autres écoles de la commune seront touchées par cette activité. L'idéal est de former les enseignants et les élèves pour transformer la communauté. Un peu plus loin, Nzélé-Koré, concertation des acteurs des filières bétail, viande et porcine, un cadre d'échange pour la mise en place des interprofessions. Il est question désormais de coordonner leurs activités pour le développement du secteur de l'élevage. Noumousso Diakité. Ces acteurs des filières bétail, viande et porcine de la région forestière vont échanger pendant 3 jours sur les enjeux de ce secteur important pour l'économie nationale. Au centre des débats, les défis à surmonter, les opportunités à saisir et les mesures à prendre pour favoriser le développement de ces filières. Le ministère de l'Élevage accorde une grande importance aux travaux relatifs à l'état des lieux des organisations professionnelles. Il est évident que la tenue de cet atelier constitue le meilleur moyen de rassembler les acteurs, d'échanger sur les enjeux majeurs qui faciliteront la mise en place des interprofessions dans le but de promouvoir la production locale. Selon les participants, cet atelier permet de faire un diagnostic et de progresser vers un élevage moderne et intensif. Étant donné que l'élevage est une activité économique, il est mieux que les acteurs soient bien structurés pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de production. Et qu'à l'issue de ça, des contrats-programmes soient élaborés afin que l'État puisse aussi accompagner, appuyer sur les différents axes d'orientation stratégique pour le développement de la filière. Le ministre de l'Élevage encourage la structuration de ces filières afin de bénéficier de l'appui de l'État, de promouvoir la production locale et d'assurer la pérennité de la filière. Nous devons donc aller vers une industrialisation du secteur de l'élevage. Et pour ce faire, nous avons besoin d'avoir cette interprofession en place. Et que chaque acteur sur la chaîne de valeur puisse jouer convenablement son rôle. Nous devons nous assurer d'avoir pour les acteurs des zones de pâturage. Nous devons préserver aussi notre environnement à travers un élevage responsable et respectueux de notre environnement. Les conclusions de l'état des lieux organisationnels des filières bétail, viande et porcine aident à mettre en place des moyens de coopération entre les différents acteurs pour assurer le bon fonctionnement de ces filières. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, pose de la première pierre de la paillote. C'est au quartier Cameroun, dans la commune de Lixine, un site emblématique qui sera entièrement reconstruit à travers le département de la culture. Les travaux sont lancés par le ministre Djiba Diakité. Parmi les personnalités présentes, le ministre secrétaire général de la présidence, adjudant-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire. En droite ligne avec les aspirations et les ambitions du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui œuvre pour la valorisation du patrimoine culturel national et pour redorer l'image des villes du pays, à travers un aménagement urbain moderne et durable, l'État, à travers le ministère de la Culture et de l'Artisanat, a entrepris la réhabilitation de la Paillote, un espace culturel emblématique et symbolique, vivant du riche héritage artistique de la Guinée. La cérémonie officielle de la pose de la première pierre de la reconstruction de la Paillote a eu lieu ce vendredi 31 octobre 2025. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040 dans son deuxième pilier, éducation et culture. Ce projet est la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Et ce projet démontre également la matérialisation de la synergie d'action au sein du gouvernement du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Ça démontre aussi le réveil et le nouveau souffle que notre pays est en train de prendre dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme stratégique, à travers la construction des infrastructures, l'amélioration de la réalisation des équipements urbains et pays urbains. Avant le 5 septembre, ces sites avaient été octroyés pour d'autres fins, mais grâce à l'engagement du chef de l'État de continuer à préserver notre histoire, de poursuivre l'œuvre de nos ancêtres,
il a instruit au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat que ce site a été toujours la paillote et qu'il voudrait que cet engagement de l'État puisse être observé. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. La nouvelle paillote accueillera aussi des résidences d'artistes, des studios de répétition, un musée du patrimoine musical, un espace d'exposition et une scène modulable capable de recevoir aussi bien des ballets traditionnels que des concerts contemporains. L'entrepreneur ici présent s'est engagé à nous livrer notre nouvelle paillote en 8 mois. Ainsi, cet endroit redeviendra ce qu'il a toujours été, le centre névralgique de la vie culturelle nationale, le miroir du génie guinéen et la vitrine de notre modernité. Ce projet majeur s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la culture et de l'éducation le deuxième pilier stratégique du programme national de développement Simandou 2040. Placé sous le haut patronage du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou, Giba Diakité, la cérémonie a mobilisé plusieurs grandes personnalités, notamment le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, des membres du gouvernement, d'anciens ministres de la Culture, ainsi que des opérateurs, acteurs et administrateurs culturels, dont de nombreux artistes et cadres du département en charge de la culture et de l'artisanat. C'est un honneur de présider la présente cérémonie consacrée à la renaissance de la paillote, un lieu mythique de notre histoire culturelle, témoin privilégié de l'âge d'or de la musique guinéenne. Ce lieu, ce n'est pas seulement un espace culturel, c'est aussi un repère historique, un trait d'union entre les générations. C'est ici que les légendes telles que Bembea Jazz National, Bara et ses baladins, Keretigi et ses tambourini, ou encore le Horea Band ont façonné l'identité musicale de notre pays et porté la voix de la Guinée sur les plus grandes scènes du monde entier. En décidant de réhabiliter la paillote, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a inscrit un geste fort dans l'histoire, celui de réconcilier la mémoire d'hier et celle d'aujourd'hui, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, en assumant notre souveraineté politique et économique. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire notre souveraineté culturelle également, pleinement assumée. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, voulu et porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce programme visionnaire fait de l'éducation et de la culture un deuxième pilier stratégique du développement national de la Guinée pour au moins les 15 prochaines années. En plaçant la transmission des savoirs, la valorisation du patrimoine, le renforcement de l'identité guinéenne au cœur de la construction de notre souveraineté nationale, au cœur le capital humain, avec l'éducation et la culture. Aucune transformation durable ne saurait s'accomplir sans une culture vivante, capable de fédérer les consciences, d'inspirer les jeunes, de renforcer la cohésion nationale. La paillote, dans sa nouvelle vie, portera cette ambition. Elle sera à la fois un espace de mémoire et d'innovation, un laboratoire de création et de transmission, où se rencontrent l'ancien, le nouveau, les maîtres d'hier et les talents de demain. En la reconstruisant, nous reconstruisons aussi le fil de notre récit national, celui d'un peuple fier, créatif, résilient et tourné vers l'avenir. Nous scellons un engagement
des nations, celui de préserver nos racines, la culture de nos ancêtres, pour nourrir nos ambitions, celui de transmettre aux générations futures non seulement un lieu, mais un symbole, celui de l'excellence, de la créativité et de l'unité. Après un discours prononcé avec brio, le ministre Guiba Diakité a procédé à la pose de la pierre angulaire de l'édifice. Officiellement invités à prendre part à cette cérémonie, les anciens ministres de la Culture ont mis l'occasion à profit pour exprimer leur reconnaissance envers les autorités. À leur tête, le chef de l'État. L'équipe qui a eu l'initiative de recréer, de reconstruire cet espace a tous les mérites. Parce que nous étions complètement découragés. On pensait que la culture était abandonnée. Mais ce geste est un geste très fort. Et l'on dit, en posant la première pierre de cette reconstruction, c'est moins une affaire de culture qu'une affaire d'engagement de toute une nation à respecter son histoire. On est très content d'assister à cette cérémonie. C'est le lieu pour nous ici de remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour cette belle initiative, parce que véritablement c'est un ballon d'oxygène offert au monde de la culture pour que ce temple de la culture renaisse de ses cendres. Nous sommes très heureux, nous sommes reconnaissants de cela. Aujourd'hui, nous sommes à la paillote et la paillote va être rénovée, n'est-ce pas, sous le leadership du ministre Moussa Moïse Zila. Nous sommes très heureux en tant qu'ancien ministre de la Culture, mais aussi en tant qu'administrateur culturel. C'est une fierté pour nous et je crois que ce acte symbolise parfaitement le slogan s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. C'est un acte majeur de restauration des valeurs de la culture guinéenne, car la paillote est un des éléments fondateurs de cette volonté de ressusciter, de revaloriser, de redynamiser notre culture. J'avoue que je suis très heureux de voir que les hommes ont pris conscience de la richesse de ce patrimoine, car à un moment donné, on avait entendu que cela allait partir ailleurs, et retrouver la paillote rénovée, réhabilitée, agrandie, c'est vraiment un sentiment de noble fierté et de profonde reconnaissance. La pose de la première pierre de la reconstruction de la paillote, tout comme d'autres grands actes posés en faveur de la culture guinéenne, vient renforcer les artistes et nostalgiques du riche passé culturel de notre pays. Présents pour la circonstance, ils ont exprimé leur joie et leur fierté, tout en évoquant les souvenirs et les valeurs qu'incarne cet espace culturel. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là et d'être témoin, n'est-ce pas, de cette relance du centre culturel La Paillote. Je remercie les autorités de notre pays, à commencer par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a accepté de relancer La Paillote, qui est vraiment un lieu mythique pour tous les hommes de culture de notre pays. Merci beaucoup. Merci au ministre Moussa Moïse Zila qui a porté ce projet. Et merci à tout le gouvernement et pour que La Paillote soit vraiment une réalité, parce qu'on était malade sans La Paillote. Maintenant, on renaît avec la réhabilitation de La Paillote. C'est un symbole, La Paillote. Je dirais même que c'est l'un des plus grands témoins de l'histoire culturelle de notre pays. Parce que déjà, il a existé au temps colonial sous l'appellation de la plantation. Ensuite, à l'indépendance, le gouvernorat de commun accord de Conakry et le ministre Tibou Tunkara ont trouvé cet espace qui était abandonné. Donc, ils l'ont fait baptiser grâce à Jean Fanga, qui était un musicien aussi, qui accompagnait le ministre. Il y avait 3 paillotes abandonnées. Il dit non, mais monsieur le ministre, c'est pas compliqué. Vous voyez, on a 5 paillotes ici. Donc on va l'appeler La Paillote. Alors ça a été posé au gouvernement et ça a été agréé.
Donc depuis 1958, après l'ère coloniale, ça s'appelle la Payotte. Et deuxième chose, c'est ici que l'Orchestre national, que les Tigres s'est tambourini, grâce encore à la Première République, cet espace leur a été octroyé. Alors depuis qu'ils ont eu cet espace, c'est là qu'ils ont évolué. Alors au moment où, et de l'autre côté au Jabren de Guinée, il y avait l'orchestre Bala et ses baladins. Alors quand le Bembé Jazz a été nationalisé, il n'y avait que 2 espaces pour 3 orchestres nationaux. Le Horea Band s'est ajouté, il y a eu 4 espaces. Alors ils ont fait un système de rotation. Chaque fois que un orchestre faisait un mois, il allait au jardin. Et le Bembé avait la place, ainsi de suite, le Horea Band aussi venait. Donc finalement, tous les orchestres nationaux jouaient là. Et même quand il y avait les grands festivals, par exemple, j'ai en mémoire l'arrivée du hockey jazz avec 7 tonnes de matériel de musique. Il n'y avait que le palais du peuple qui voulait l'abriter, mais ils ont trouvé un espace ici. Ils ont pu installer les 7 tonnes de matériel et nous avons vécu une soirée, c'était en 1972, extraordinaire. Déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, la cérémonie a été marquée par la prestation de plusieurs formations orchestrales. Outre cette animation musicale, un film documentaire retraçant les témoignages de grandes figures de la culture guinéenne a également été projeté, rappelant ainsi l'importance historique et symbolique de ce lieu mythique. Beau réveil culturel et artistique. À l'image de la Payotte à Kenya, le centre frigorifique de marché de poissons sera entièrement rénové aussi. La pose de la première pierre est officielle. La démarche s'inscrit dans la politique de modernisation des infrastructures de conservation des produits de la pêche. Algassi Mouba. Dans l'enceinte du marché à poissons de Kénien, l'événement marque une étape importante pour les acteurs de la filière. Le centre frigorifique, le hall de vente de poissons et le bloc administratif seront entièrement réhabilités. Ce pour accroître la chaîne de froid et améliorer la qualité des produits destinés à la consommation locale et à l'exportation. Ce projet est une réponse concrète aux attentes légitimes des pêcheurs, des mareyeuses, des commerçants, des consommateurs et des collectivités locales. Il traduit la volonté du gouvernement d'agir développement inclusif, durable, équilibré du secteur porteur de croissance économique comme celui du secteur de la pêche. En prenant cette pierre aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement collectif à bâtir une forte, moderne et solidaire, une Guinée qui valorise ses ressources, qui investit dans les infrastructures et qui place l'humain, le travail et la dignité au cœur de son développement. Ce projet de rénovation comprend la remise à niveau des chambres froides, l'installation d'équipements de conservation performants ainsi que la formation du personnel technique. Les travaux sont financés par le programme d'appui à la pêche artisanale Guinée PAPAG avec l'appui des partenaires techniques du ministère de la Pêche. Le marché accueille 2000 fois par jour. Ce projet positionnera le marché en poisson de Kenya comme un port raisonnable de la référence de l'exploitation de la vente du poisson. Nous saluons cette initiative. Avec la rénovation du centre, nos produits seront mieux conservés et nous pourrons travailler dans de meilleures conditions. Une fois achevés, ces travaux devraient contribuer à renforcer la compétitivité du secteur halieutique guinéen ou encore à améliorer les revenus des acteurs à la base. Au même moment, on s'intéresse à la sécurisation du littoral. Le gouvernement appuie techniquement la marine marchande. Une vedette de patrouille vient grossir la flotte de cet important service de l'État. Les premiers essais se sont effectués du côté de Kamsar. Souleymane Kamara revient sur cette manœuvre. Une étape majeure vient d'être franchie dans le renforcement de la sécurité maritime en Guinée. Le directeur général de la marine marchande, Paul Moussa Gawara, était à Kamsar ce week-end pour la mise à l'eau d'une nouvelle vedette de patrouille. C'est la première fois, il faut le dire, que la marine marchande soit dotée d'une vedette qui va permettre à l'institution qui a en charge la gestion de l'administration maritime
d'être outillé pour surveiller l'espace maritime, contrôler conformément à ses attributions et à ses missions. Cette acquisition s'inscrit dans un plan plus large de modernisation et d'équipement de la marine marchande, initié par le ministère du Transport sous l'impulsion du gouvernement. L'objectif, sécuriser les eaux territoriales, protéger les navires marchands et prévenir tous les trafics. Cette vedette nous permettra vraiment de surveiller le corridor nord. Ici à Kamsar, nous remercions évidemment monsieur le directeur national, Paul Moussa Diawara. Franchement, nous sommes en joie. Nous ne disposons actuellement d'aucun moyen de transport pour assurer les patrouilles dans nos eaux, notamment en cas de naufrage. Si la marine marchande a déjà acquis une vedette, nous pourrions solliciter son appui au bénéfice de la communauté. À travers cette mise en service, la Guinée affirme avec force sa détermination à protéger son espace maritime et à garantir la sûreté des activités économiques liées à la mer. Une avancée concrète qui illustre la propriété accordée par les autorités à la souveraineté et à la sécurité nationale. Au ministère des Mines, l'entreprise Algérie Raffinerie de Guinée présente son plan d'étude de faisabilité bancaire aux techniciens en préalable à la construction du projet de raffinerie de la dite entreprise. Les recommandations sont faites par le département des tutelles. Bakary Bamba Kondé. La valorisation de la bauxite guinéenne franchit une étape décisive. Ce matin, Algérie Raffinerie de Guinée a présenté au ministère des Mines et de la Géologie une étude de faisabilité bancaire pour son ambitieux projet de raffinerie d'alumine. Ce projet qui vise à transformer la bauxite guinéenne sur place représente un tournant stratégique pour l'industrialisation du pays et la valorisation de ses ressources naturelles. C'est une vieille maison, puisque c'est la raffinerie la plus ancienne au monde, parce que nous avons 130 ans, et c'est, je dirais, la concrétisation de nos dynamiques, puisque le président Mamadi Doumbouya a souhaité que la bauxite guinéenne soit davantage valorisée en Guinée. C'est une volonté présidentielle. Simultanément, l'industrie française et plus largement l'industrie européenne a besoin d'alumine. Le projet atteint une étape, je dirais, critique, puisque maintenant on a présenté en détail la manière dont nous proposons de construire cette raffinerie. L'étude de faisabilité bancaire a été élaborée sur une période de 30 mois, impliquant une équipe de 250 experts guinéens et étrangers sur place et à l'international. Elle a identifié les principaux risques associés au projet, notamment les risques techniques, environnementaux et économiques, et a proposé des stratégies d'atténuation. Les techniciens ont apporté des questions, observations et des amendements. Donc nous invitons Altio à prendre en compte ces observations et ces amendements dans la prochaine étude que Altio va essayer d'envoyer au ministère de l'Économie pour examiner encore deuxième fois. Et nous les invitons à respecter les engagements qui seront dans l'étude de faisabilité. Cette présentation de l'étude de faisabilité bancaire marque ainsi